Margaret Papillon, bonjour. Bonjour Pierre. Merci de répondre à l'invitation de la section culturelle de Vision 2000. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons à cet espace. Merci aussi pour ce roman jeunesse que j'ai savouré avec beaucoup de bonheur. La première question que je vous pose est la suivante. La légende de Quisqueya, c'est le titre d'ailleurs de votre roman, c'est un récit merveilleux qui se lit comme un conte de fées. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce récit ? L'idée a commencé à germer, j'avais peut-être 13 ans. Je rêvais d'écrire un petit roman Jean-Claude Dessin qui est Clan des Sept, puisque c'est ce que je lisais à l'époque. Et puis, bon, j'ai écrit un petit texte que j'ai vite oublié, puisque je pratiquais beaucoup le volley et le basket. Ils ont pris le dessus sur le livre. Et 5 ans plus tard, à 18 ans, j'ai découvert le manuscrit qui était totalement enfoui dans une vieille armoire. Alors là, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très mièvre. Et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le lise, alors je l'ai détruit. Sans savoir que des années plus tard, je serais devenu écrivain, que ce serait quelque chose d'important pour moi d'avoir ce petit texte de mes 13 ans. Alors, je m'étais toujours dit, bon, je vais un jour réécrire ce texte-là, chercher des bribes de cette histoire dans ma mémoire et reconstituer le texte. Bon, entre-temps, j'ai écrit beaucoup d'autres choses et bon, j'étais loin de cette légende de Quisqueya. Et puis, le 31 août dernier, j'ai rencontré Rodney Saint-Éloi, qui est l'éditeur de la légende de Quisqueya. J'ai rencontré l'Association des écrivains haïtiens. Il m'a dit qu'il allait monter une collection jeunesse. Est-ce que j'ai un texte ? Je lui ai dit, ah oui, j'ai un texte, mais il est là dans ma tête. Je lui ai dit, non, écris-le-moi, et puis là, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est ainsi que le 1er septembre, j'ai commencé à écrire la légende de Quisqueya, et je l'ai terminé le 23 septembre, sous les rafales de vent du cyclone Georges. Oui. Alors là, ça a été vraiment quelque chose de beau, de merveilleux, en même temps de tumultueux et de volcanique. Voilà. Et on va parler tout à l'heure du contenu du livre, mais les principaux personnages de ce récit, Margaret, ce sont les enfants. Comment peut-on interpréter ce choix ? Est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'un roman jeunesse ou ça vient comme ça, par hasard ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça devait absolument tourner autour des enfants et mettre en scène des enfants, puisque c'est un roman jeunesse. C'est très rare qu'un roman jeunesse puisse avoir des héros qui soient des adultes. Par conséquent, le choix a été bien calculé. Et puis là, ça m'a permis de retrouver mon enfance, mon adolescence et toutes les joies qui vont avec. Voilà. Le lecteur avisé s'aperçoit, Margaret, que l'auteur, donc vous faites une comparaison entre l'Haïti d'hier, un espace paradisiaque qui n'existe d'ailleurs que dans les rêves, et celle d'aujourd'hui, un pays déboisé, vandalisé. Et il s'agit là donc d'un mariage entre la fiction et la réalité, une réalité poignante. Et est-ce qu'il vous était facile de joindre ces deux extrêmes ? Absolument facile, puisque je crois que j'ai jamais encore écrit un texte avec beaucoup de difficultés. Mes textes, Dieu merci, sont tous des textes inspirés. Par conséquent, je ne fais pas vraiment d'effort d'écrire. Je crois que des fois, je sens même que ma main ne m'appartient plus et que ça écrit tout seul. Des fois, je m'étonne du résultat même. Par conséquent, c'est pas du tout difficile et je crois que entre mon écriture, les textes que j'écris d'habitude et ce texte-là, je ne vois pas de difficulté. D'accord, Margaret Papillon. Parlons maintenant de la maison d'édition. Vous avez jusque-là publié à compte d'auteur. Ce dernier ouvrage est pris en charge par une maison d'édition. Parlez-nous un petit peu de vos rapports avec les éditions Mémoire. Et mes rapports avec les éditions Mémoire sont d'excellents rapports parce que Rodney et moi, vraiment, on s'entend bien et puis nous faisons équipe. On se comprend et moi, j'ai l'expérience des livres, lui aussi. Et je crois que ça a été le bon moment de nous mettre ensemble pour faire quelque chose parce que là,
moi, je suis mûre de mon expérience et lui de son expérience à lui. Par conséquent, ça a fait un bon tandem. On s'est débrouillé pas mal, on connaît le milieu, on s'est battu et puis là, on a réussi le coup, quoi. Voilà. Alors, vous faites souvent appel dans ce roman à des faits historiques tout au long de ce récit. Hein. L'histoire est présente. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous faites ce choix? Bon, il fallait surtout faire un roman jeunesse tout en mettant sur pied quand même matériel didactique. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est que les enfants, à travers le plaisir de lire, puissent apprendre leur histoire et apprendre beaucoup de la période précolombienne et se dire, bon, ce pays, il a été habité avant nous par des êtres qui ne sont plus, mais nous avons le devoir de protéger cette terre, de la garder belle, de la protéger si au cas où demain il y aurait quelconque personnage à sortir on ne sait d'où qui nous demanderait des comptes. Écoutez, ça c'était pas à vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Comme c'était le cas dans le texte. Voilà. C'était vraiment formidable. C'était une grande surprise. C'est vrai, hein, c'est une surprise pour le lecteur de se rendre compte que les gens qui allaient finalement mener le procès, c'était nos ancêtres. Des salines, oui, ça c'était encore très important. Parce que moi, tout au long de ma vie, des fois quand je vois des choses qui sont totalement aberrantes autour de moi, c'est la question qui me revient. Je me dis, mais si Christophe Dessalines ou Toussaint pouvait revenir, quel regard jetait-il sur nous? Qu'avons-nous fait de ce pays-là? Surtout Toussaint Louverture, qui a été gouverneur de Saint-Domingue. Et à cette époque, Saint-Domingue était la perle des Antilles. Il était l'un des plus grands visionnaires. C'est un nègre que les Blancs eux-mêmes respectaient. Et puis voilà que nous, les descendants de cet homme-là, voilà ce que nous avons fait de notre pays. Alors là, ils le disent aussi clairement, vous avez fait de ce pays un pays à la merci des puissances étrangères, à cause de nos isanies, à cause de tout. Je crois que c'est pour aider aux gens à faire une réflexion beaucoup plus profonde, à se remettre en question et à se dire, mais c'est vrai que nous avons un passé extrêmement glorieux, surtout quand Dessalines dit, mais écoutez, nous avons vaincu l'armée napoléonienne pour offrir à cette terre, cette liberté, c'est sûrement pas pour voir cette débâcle. À ce moment-là, je crois que c'est plein d'interrogations et chacun va rentrer en lui-même et essayer de voir et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui nous en sommes là. Donc c'est un message, hein, par-delà le plaisir de lire un texte, une fiction, par-delà l'aspect strictement littéraire, il y a aussi la réalité qui est présente et qui finalement nous interpelle, Margaret. Bien sûr, il y a beaucoup de messages. Il y a un message pour la protection de l'environnement. Tout à fait. Un message d'union, d'ailleurs, c'est un texte qui prouve que c'est avec l'amour que l'on peut tout résoudre. Sans amour, il n'y a rien. Et je crois que la délivrance quand même d'un pays va se résoudre à ça. De l'amour qu'on peut se porter, de l'amour qu'on peut dégager ou de n'importe quoi. C'est extrêmement important de le dire. Et là encore, il y a plein de messages. Des fois, c'est codé. D'autres fois, c'est pas codé. Mais par exemple, là où le texte rejoint une certaine universalité, c'est que c'est quand même un rapport ciel-terre, paradis perdu et terre. Ça veut dire que, bon, même pour parler un peu de message biblique, je crois que Jésus-Christ a eu à dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il y a toujours un rapport entre ce qui est beau, ce qui est immense, ce qui est divin, extraordinaire, et la débat qu'il y a sur Terre. Ça veut dire que le cas d'Haïti n'est pas unique. La planète entière, elle souffre de déboisement, elle souffre de toutes sortes de maux.
à cause des hommes, à cause des humains. Je crois que j'aurais pu transférer le texte sans que ça ne gêne quoi que ce soit. Dire que c'est Dieu qui demande à ce que on puisse protéger sa terre. Tout à fait. Parce qu'elle n'est pas à nous. Oui. On nous l'a prêté pour que nous l'habitions. Et d'ailleurs, il a mis plein de belles choses pour nous faire plaisir. Et puis voilà que nous sommes en train de tout détruire. Oui. Par conséquent, je crois que là aussi, c'est un message pour dire arrêtons la barbarie et faisons quelque chose de beau. Oui. Ça. Alors, mais croyez-vous, Margaret, qu'un jour, justement, l'Haïti d'aujourd'hui, qui ressemble... Enfin, croyez-vous qu'un jour, l'Haïti, cet Haïti que nous connaissons aujourd'hui, pourra ressembler à sa sœur jumelle, telle que vous la décrivez dans ce récit? Pourquoi pas? Moi, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, il faut motiver les jeunes. Et ce qui est important, c'est d'être capable de planter un arbre comme c'est écrit dans le texte et que l'on a mis d'ailleurs en exergue sur la 4e de couverture. Voilà. Et il faut planter un arbre, il faut l'aimer, il faut lui parler. Parce que l'homme et la nature, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un, mais malheureusement, l'homme, il se croit toujours au-dessus de tout, au-dessus des animaux, au-dessus des plantes, tandis que la nature, elle est là, elle est belle, elle est pour tous. Voilà, l'extrait donc dont vous parlez, je peux quand même le partager avec les auditeurs. Mais oui, bien sûr. Et un extrait donc de ce roman, mais nous sommes trop jeunes pour payer pour les autres. Il s'agit donc de... Là, il faudrait peut-être dire aux gens de quoi il s'agit exactement. Et ils sauront bien, il faut bien qu'ils achètent les livres. Sûr. Je les attends demain à la Voilà, mais un petit extrait. Alors, vous êtes vieux. Un jeune qui n'a... Alors, il s'agit d'un jeune qui pense qu'il est trop jeune pour payer pour les autres, pour les grands. Et le type lui répond, jeune, on ne l'est jamais trop. Alors, c'est le sens des responsabilités qui détermine l'âge d'un individu. Avez-vous déjà planté un arbre? Elle lui répond non. Alors, vous êtes vieux. Un jeune qui n'a jamais vu grandir son arbre est un individu blasé et triste. Chez nous, chaque gosse a un arbre dont il s'occupe avec amour. Il l'arrose et il lui parle comme à un enfant. C'est pourquoi ici, il y a des millions d'arbres. Et puis, les gamins ne détruisent pas les oiseaux et les anolis avec leurs frondes. Ils prennent plaisir à les voir s'égosiller dans les arbres heureux. Voilà, donc un message assez intéressant de protection de l'environnement, de tout ce qui est la faune, de tout ce qui constitue la faune et la flore. Margaret Papillon, j'ai une autre question. En lisant, après avoir lu le livre, je me dis, tiens, mais cette histoire est trop belle pour être aussi courte. Hein? C'est vrai que bon, c'est un roman jeunesse, ça peut pas être trop volumineux, etc. Mais il n'y avait pas moyen de continuer l'histoire. Hein? Bon, il y a des tas de gens qui me demandent déjà la suite. Oui, peut-être qu'il faut passer à la suite. Oui. Ah oui, mais puis il y a surtout l'une de mes sœurs, Elisabeth, qui me dit, ah non, il faut absolument que tu racontes comment Ralph va se débrouiller pour changer ce pays. C'est pas possible. Ouais, alors là, bon, j'y penserai peut-être, j'y penserai à un moment. C'est quelque chose qui est un projet, comme je peux dire. Mais c'est un récit tellement superbe, Margaret, que je pense qu'il faut absolument l'exploiter à d'autres niveaux. Est-ce que tu y penses aussi? Bon, c'est peut-être pas toi, mais est-ce qu'il y a déjà des propositions qui t'ont été faites? Ah oui, il y a quelqu'un de la radio qui veut déjà monter La légende de Quisqueya en pièce radiophonique, et puis il y a la BD là, qui est déjà en préparation et qui sortira très certainement à la fin de l'année. Et peut-être aussi un petit feuilleton, donc, quelque chose avec quelques épisodes qui paraîtraient peut-être dans le journal. On va voir. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Et Margaret, il y a le roman. C'est un roman jeunesse. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un roman tout public, hein, quel que soit l'âge. On se retrouve dans l'histoire, on peut siroter le récit. Et donc je crois que par-delà l'idée de produire un roman jeunesse, vous avez fait d'une pierre deux coups. Vous avez pu produire un roman tout public. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. C'est que nous avons tous été jeunes. Tout à fait. Par conséquent, on a beau être adulte, on a beau avancer en âge, mais il y a quelque chose de son enfance qui reste. Et c'est ce quelque chose qu'on retrouve dans ce livre
Et ça procure énormément de joie et de bonheur. Parce qu'on retrouve ces petits moments-là, cette enfance, et ces petits bonheurs, quoi. C'est très important. Par conséquent, l'idée, l'image, le texte lui-même, c'est un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut atteindre des dimensions universelles, mais en même temps aussi, ça touche au plus profond du cœur, oui. Parce qu'il y a toujours un enfant en nous. Il y a toujours cette petite part d'enfance et d'adolescence au fond de notre cœur. Tout à fait. Alors, l'écriture, ça devient votre principale activité, Margaret. Comment vous vivez cette nouvelle réalité? Bon, je la vis intensément parce que moi, j'adore ça et je crois que ça paraît beaucoup dans mes livres, que j'adore ça. Parce que je crois qu'il y a toujours une grande communication entre l'auteur et le lecteur. Ça va au-delà des mots, ça passe à travers le papier, ça se loge entre les lignes, mais il y a un fluide, quelque chose qui fait que le lecteur sent l'auteur ou ne le sent pas du tout. Et là maintenant, il faut que l'auteur soit quelqu'un de généreux, de bon et de très 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 spontané pour arriver à faire cette osmose avec le lecteur. Parce que comme m'avait dit un jour Daniel Laferrière, il m'a dit: ce qui frappe dans tes textes, c'est cette totale sincérité, ce qui veut dire que on ne va pas jouer avec les mots ni s'appuyer sur les artifices du langage. Tout ça, ce n'est rien. Il faut laisser parler ses émotions. Et je crois qu'avec ces émotions-là, il y a un contact qui s'établit entre le lecteur et l'auteur. Et ça, c'est à peine palpable, pas du tout palpable, mais c'est là. On ne peut pas l'expliquer vraiment, mais c'est là. Margaret Papillon, quelles sont les perspectives pour très bientôt? Est-ce que déjà il y a un ouvrage en préparation? Oui, je dois sortir un ouvrage très bientôt, peut-être au mois de février ou de mars. Déjà, mais ce qui arrive, c'est que je suis si fatiguée aujourd'hui que je me demande est-ce que c'est possible dans 2 mois de faire autre chose, de faire à nouveau le tour des médias. Oui. C'est assez fatigant, mais on bien peut quand même que passionnant. s'attendre à quelque chose pour l'année, en tout cas, avant la fin de l'année, oui. Oui, absolument. Et je crois que 1998 n'a pas été très fructueux, mais je vais me rattraper en 1999. Essayer de sortir 2 ou 3 textes dans l'année. Ça va me faire énormément plaisir et ça va faire énormément plaisir aussi à mes lecteurs. Y a-t-il un petit mot pour justement les lecteurs ou les lecteurs éventuels, ceux qui vont certainement se rendre à cette vente signature qui, je rappelle, se tient ce jeudi après-midi, entre 2h et 6h à l'atelier Jérôme au Champ de Mars, et ce samedi. Oui, le 23, oui. De 10h du matin au complexe promenade. Voilà, 2h au complexe promenade. Il y a un petit mot pour ces jours-là? Un petit mot, c'est que je les attends, comme d'habitude. Et je sais qu'ils seront là au rendez-vous, puisqu'ils viennent toujours me supporter. Et je sais qu'ils avaient hâte de me lire. Alors, j'aimerais aussi leur dire que je ne les oublie pas. Qu'en écrivant, je pense à eux et je me dis, ils vont prendre plaisir à lire ce texte-là. Et je suis sûre que demain, ils vont venir pour m'encourager et me porter à nouveau à écrire pour eux. Et je crois que cette fois-ci, il y a une chose très importante, c'est que le livre a été subventionné par le projet franco-haïtien pour la promotion du livre et de la lecture. Par conséquent, un livre subventionné, ça veut dire un livre qui ne va pas coûter cher. Le livre sera à 50 gourdes. Voilà. C'est accessible à tous. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire mieux. Si on continue à trouver des subventions, si les éditions Mémoire continuent à trouver des sponsors, à ce moment-ci, peut-être que nous aurons des livres vraiment très bon marché, peut-être à 25 gourdes. Oui. Alors, ça va arriver. Oui. Alors là, il faut aussi mais cet aspect est très important parce que 50 gourdes, c'est déjà assez bon marché.
Et ça n'a pas Mais continué. il y a des gens qui les achètent déjà par 3, 4, 5. Oui. Parce qu'ils disent, bon, je vais offrir un tel, je vais offrir un tel, je vais offrir un tel. Ce qui veut dire qu'avec 50 gouttes, bon, mon public de jeunes, mais des étudiants de la faculté, et tout ce monde-là pourra facilement venir et acheter son livre. Alors, il faut que je signale pour les auditeurs que cette interview est réalisée mercredi après-midi et que normalement, là maintenant, on écoute cette interview, on est samedi matin. Donc, c'est aujourd'hui à 10h, ce matin à 10h, qu'ils pourront aller au complexe Promenade à Pétionville, acheter donc ce livre, participer à cette vente signature du livre. Je rappelle que le titre du livre, c'est La légende de Quisqueya. C'est le tout dernier roman, un roman jeunesse de Margaret Papillon. D'accord. Margaret Papillon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Non, il n'y a pas de dernier mot, sauf que je veux dire au public que je les attends. Voilà. J'attends tout le monde demain. Merci et bonne chance, Margaret. Merci. Une rencontre aujourd'hui autour d'un sujet qui nous tient à cœur, les livres pour enfants. Margaret Papillon, qui a déjà fait paraître des romans et des recueils de nouvelles, est avec nous pour parler de son livre La légende de Quisqueya, publié aux éditions Mémoire et qui a reçu le support du projet franco-haïtien de promotion du livre et de la lecture. Les éditions Mémoire nous offrent donc cette collection Enfants d'Haïti, où avait déjà paru À l'arrivée les enfants de Georges Castra. Bonjour Margaret. Bonjour Gigi. Bonjour Margaret. Bonjour Monique. Pour commencer, Margaret, un petit peu nous parler de ce projet. Évidemment, tu as un avant-propos à ton livre qui raconte comment une histoire pour enfants te trottait dans la tête depuis ta propre adolescence et que tu as eu envie à un moment donné de revenir à ces histoires-là. Mais comment concrètement s'est élaboré ce projet, puisque jusque-là, tu avais surtout écrit des livres, disons, pour grandes personnes. Il faut que je te dise, Gigi, que vraiment la jeunesse de ce projet, de ce livre, La légende de Quisqueya, à part le fait que c'était un livre qui me trottait dans la tête depuis mon adolescence, c'est que j'ai rencontré Rodney Saint-Éloi le 31 août dernier à l'Association des écrivains haïtiens parce que nous recevions Madame Christiane Diop de Présence africaine à Paris. Et là, bon, c'est une rencontre que je ne voulais absolument pas rater. Et je suis montée avec mes gosses, évidemment, parce que là, je n'avais pas trouvé quelqu'un pour les garder et je voulais absolument être là. C'est ainsi que j'ai rencontré Rodney, qui me dit, bon, écoute, je suis en train de monter une collection, Enfants d'Haïti, est-ce que tu as un texte qui pourrait intéresser les adolescents entre 12 et 13 ans? Je lui ai dit, mon cher, oui, j'ai un texte, mais il est là, dans ma tête. Alors là, il a ri, et puis il a dit, non, moi je veux quelque chose de concret. Nous étions le 31 août. Et puis là, il m'a dit, est-ce que tu peux l'écrire et me remettre un projet avant le 30 septembre? J'ai dit, mais tu es fou, c'est pas possible. Aujourd'hui est 31 août, tu me demandes quelque chose pour le 30 septembre. Il me dit, c'est pas croyable. Il m'a dit, mais même si c'est manuscrit, il n'y aura pas de problème, il veut juste lire, et puis voir ce qu'on peut faire. Bon là, je lui ai dit oui, mais oui sans conviction. Je lui ai expliqué comment j'avais ce texte-là en tête, combien j'avais détruit un texte à 13 ans, ce que je regrette jusqu'à présent, puisque c'est un texte témoin que je n'ai plus. Et puis là, il m'a dit, mais ça c'est déjà un avant-propos, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, alors mets-toi au travail. C'est ainsi que dès le lendemain, je me suis mise à écrire. Et puis là, le 22 septembre, j'avais déjà presque terminé le texte. J'ai appelé Yasmine Léger qui tape pour moi mes textes sur l'ordinateur. Je lui ai dit, Yasmine, j'ai un texte, j'ai pas terminé l'écriture, mais c'est un texte que je dois remettre à Saint-Éloi avant le 30 septembre. Est-ce que tu peux commencer à le taper? Elle m'a dit, ma chère, ça tombe bien. Aujourd'hui, il y a le cyclone Georges, on va me libérer avant midi pour être capable de faire des petites provisions là en vue de cette catastrophe. Alors je vais taper pour toi entre-temps. C'est ainsi qu'elle a commencé elle-même à taper le 22 septembre pendant que Georges faisait rage. Alors là, le 23, très tôt dans le matin, elle m'a appelé, elle me dit, qui sont fermes là? Voilà que j'ai envie de connaître la fin et puis au moins on va pas finir. Elle me dit, bon, je vais t'écrire ça. Et puis là, d'ici 5 ou 6 heures du soir,
je vais t'apporter quelque chose. Peut-être une douzaine de pages. C'est ainsi que je me suis dépêchée, malgré les enfants qui criaient dans la maison, malgré Georges, malgré vent et tempête et toute qualité pareille. Et puis là, à 5 heures de l'après-midi, sous une pluie battante, j'ai été lui apporter la fin du texte. Elle l'a tapé. Nous avons fait une première correction, une deuxième correction. Et là, le 28 septembre, avant le 30, j'ai respecté la date. J'ai apporté le texte à Rodney qu'il a tout de suite aimé. Et puis là, je crois que c'est la première fois aussi qu'un texte de moi soit sorti aussi vite. Parce que j'ai des textes qui sont dans mes tiroirs depuis 5, 6, 7 ans, qui ne peuvent pas encore voir le jour, entre guillemets. Tandis que celui-là, 3 mois plus tard, il était déjà prêt. Je crois que c'est un livre qui a une histoire spéciale aussi. Pourtant, c'est un livre que tu as dans la tête depuis ton adolescence. Est-ce que c'est un peu la même histoire que tu as repris ou bien tu as complètement oublié cet ancien projet de ton adolescence pour repartir sur de nouvelles bases? J'ai combiné parce que j'avais encore quelques bribes, mais c'était pas très 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 clair. Mais j'ai combiné. Maintenant, bon, il faut vous dire aussi que maintenant j'ai l'expérience de l'écriture. Par conséquent, je crois que ça a été un bon point pour moi. Mais quand même, avec les bribes de cette ancienne histoire de mes 13 ans, et j'ai colmaté un petit peu les choses. Et puis là, ça m'a donné la légende de Quisqueya. Margaret, je ne me souviens plus si c'est Rodney ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit, tu as présenté ce texte après le premier travail préliminaire avec Rodney, tu l'as présenté à des adolescents. Est-ce que c'est ton fils, ta fille, ou bien des jeunes que... Le premier à l'avoir lu a été Didier Desmondes, qui est le fils de mon mari. Il a 18 ans et ça a été extraordinaire, la réception de ce texte-là. Il m'a appelé tout de suite après, me dire combien c'était passionnant. Et à partir des commentaires qu'il a eu à faire aussi, il y a des petits ajustements que j'ai faits. Parce que là, il m'a dit, tu sais, voilà comment on écrit taekwondo. Est-ce que tu ne pourrais pas dire Kyokushinkai? Moi, je ne m'y connais pas vraiment en karaté. Et puis là, j'étais là en train de noter. Il dit, comment tu écris Kyokushinkai? Il dit, voilà. Et puis là, il m'a donné toutes sortes de choses et toutes sortes de noms. Bon, à la fin, je me suis dit, bon, je vais m'arrêter à taekwondo. Alors là, ça a été quand même un plaisir pour moi de faire ce travail-là avec lui. Et je crois que le dernier baiser dans le livre a été aussi l'inspiration de Didier, parce que là, je ne voulais pas mettre de baiser du tout. Il me dit, ma chère, écoute, sans faire comme ça. Par conséquent, je crois que ça a été nettement intéressant. Et puis, il y a Betty qui a 16 ans qui l'a lu. Il y a Gaël qui a 15 ans et demi aussi qui l'a lu. Et le nom de Christine n'existait pas au début. C'était Kirstine. Et là, il y a Simone qui m'a dit, écoute, moi, je m'y perds entre Kirstine, Kirsten. Alors, je n'aime pas trop parce que je n'arrive pas à avoir une prononciation nette dans mon esprit avec ce nom-là. Est-ce que tu pourrais pas changer? Je me dis, ma chère, il n'y a aucun problème. On va demander ça à Yasmine. Et puis là, avec une seule touche, elle va commander à l'appareil de changer Kirsten pour Christine. Parce que là, je crois que ça a été intéressant parce que les adolescents, quand ils lisent vraiment un nom comme Kirsten, c'est pas un nom qui est très connu en Haïti, c'est une prononciation allemande qui alourdissait un petit peu le texte. Alors là, j'ai changé et puis là, tout a été bien à partir de là. C'est intéressant ce que tu dis, Margaret, parce qu'en fait, tu as eu des avis d'adolescents entre 15 et 18 ans. Oui, c'est ça. Et c'est la question qu'on se posait, Monique et moi. Bon, la tradition en Haïti n'est pas encore établie. Dans certaines collections françaises, on indique entre 10 et 12 ans, entre 15... Donc, on se disait à quel public
est-ce que Margaret Papillon veut s'adresser à travers la légende de Quisqueya? Et là, je crois que tu viens de répondre à la question qu'on se posait. C'est un public qui n'est pas un public de très jeunes, mais plutôt un public d'adolescents entre 15 et 18 ans. Oui, c'est ça. Quand même des adolescents en classe humanitaire qui peuvent saisir certaines choses, qui peuvent comprendre et la portée d'un tel livre aussi. Parce que là, la réception, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été extrêmement bonne. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'impression d'un martelage, d'un discours plutôt écologique. Et c'était à travers l'histoire que le thème pouvait passer aisément. Et puis là, ça a été... Et là, se sont dit, oui, on a envie d'avoir un beau pays. On a envie, on veut. Si c'était vrai, ça... C'était vrai, cette légende-là. Là, tu touches, je crois, l'élément principal de ton livre, qui est le message que tu as voulu donner. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu, je crois qu'il faut rappeler que ce sont quelques jeunes adolescents, quatre, qui sont partis à l'ascension du pic Macaya et qui ont été happés dans un gouffre et se sont retrouvés dans l'envers d'Haïti, de l'autre côté d'un décor qui est beaucoup plus agréable que le décor qu'ils connaissent habituellement. Et qui est peuplé d'Indiens. Donc, de là, le nom, la légende Quisqueya. Et de là aussi, je crois, le message que tu as voulu faire passer, nous avons eu entre les mains un pays que nous avons laissé se dégrader et qu'il faut à tout prix redresser la barre. Oui, c'est ça, il faut le sauver. Et très souvent, je me disais, mais si ces Indiens-là seraient là maintenant, comment nous cataloguerait-il? Parce que là, nous avons quand même un pays qui est ravagé, qui est écorché, vif. Alors je me demande, mais si on t'a dit nous remettre-les, est-ce que nous t'as qu'à remettre-les comme ça? Non, ça. Non, ce ne serait pas possible. Alors, et à travers maintenant mes questionnements, mes propres images, mes propres fantasmes, trouver la réponse à ces questions-là, ça a été le principal moteur. Et ensuite, la question aussi qui me revenait souvent, c'est Dessalines, Toussaint, Christophe. Ils se sont battus pour que cette terre soit une terre libre, pour que des nègres soient libres. Maintenant, comment verraient-ils ces nègres qui sont obligés d'attendre l'aumône des grandes puissances étrangères? Comment verraient-ils ça maintenant s'ils revenaient? Qu'est-ce qu'ils nous poseraient comme question? Qu'est-ce qu'ils nous diraient en voyant tout ça? Alors là, maintenant, dans la légende de Quisqueya, à travers une histoire quand même passionnante, ces questions-là reviennent et avec des réponses. Margaret, j'ai remarqué à travers une autre expérience assez intéressante qui a été faite autour du livre pour enfants, pour beaucoup plus jeunes que ça, que les thèmes les plus accrochants pour les écrivains eux-mêmes, ceux que les écrivains choisissaient le plus volontiers étaient les thèmes écologiques. Je me souviens, la petite feuille, le voyage de la petite feuille, tout ça. Il y a aussi le petit nuage rose. Le petit nuage rose, il y a tout ça qui sont... Oui. Les écrivains qui se penchent sur cette chose qui est nouvelle chez nous, la littérature pour enfants, accrochent à des thèmes écologiques. Est-ce que c'est parce que les autres thèmes sont trop délicats? Le problème social du pays, par exemple, toi, qui dans tes autres romans aborde des questions sociales, voilà que tu t'accroches à un thème écologique pour ton premier roman jeunesse. Je crois que ça va pas être tout le temps la même chose, parce que là quand même c'est mon premier roman jeunesse, ça a été un thème que je chérissais depuis des années, mais là, par exemple, le prochain thème, le prochain titre sera Le trésor de la citadelle La Ferrière. Et là, ce que je vais développer, c'est cet amour de mon pays. Et essayer de l'inculquer aux jeunes. Ça veut dire que je vais inventer des histoires qui vont se passer dans telle ou telle région du pays. Là, ce que j'ai commencé à écrire maintenant, ça va se passer au Cap, à Milo.
ça va être une grande aventure au Palais de Sans Souci, à la citadelle de la Ferrière. Par conséquent, ça va permettre aux enfants de prendre conscience qu'ils ont un patrimoine, qu'ils ont un pays, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont un monde à eux. Alors là, maintenant, ça va pas être vraiment l'écologie, mais ça va leur permettre de découvrir les sites historiques qui très souvent sont négligés. Il n'y a presque pas d'expédition vers ces sites-là. Tous les étudiants haïtiens, tous les élèves des lycées, tous auraient dû voir ces monuments-là. On aurait dû en prendre soin. Évidemment, il y a un bon travail qui se fait au Cap pour la citadelle. Il y a un travail qui se fait à Fort-Jacques aussi. Mais par exemple, Fort-Liberté, il n'y a pas grand-chose. Par conséquent, je crois que je vais créer une action dans chaque région du pays. Comme ça, mais ce sera un gros travail aussi, parce que là, je vais m'informer, je vais aller sur place, je vais voir. Bon, heureusement, Milo, la citadelle, j'ai connu ça. Et j'avais 17 ans, 18 ans, finissant au Canado-Haïtien, au collège Canado-Haïtien, quand nous faisions ce genre de randonnée-là, de la classe entière. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me demande, est-ce que maintenant, les élèves vont vers ces sites-là? Par conséquent, je vais faire le voyage avec eux. Et là, ça va être bon pour notre tourisme, parce que j'espère entre-temps que les enfants auront envie de voir cette citadelle-là, auront envie de voir ce palais de Sans Souci, revisiter leur histoire et se rendre compte que nous sommes un peuple qui avons un passé glorieux et nous ne pouvons pas, nous avons le devoir de ne pas laisser périr ce pays. Mais Margaret, est-ce que, parallèlement à ça, je pense aux réactions des très jeunes, est-ce qu'ils se retrouvent dans la légende de Quisqueya? Je veux dire par là que je me souviens, adolescente, quand je lisais ces mêmes livres qui te plaisaient, Le Club des 5, Le Clan des 7, j'avais toujours comme réaction, c'est loin. Tu vois, c'est passionnant, j'aime, mais ces enfants-là, c'est pas moi. Est-ce que ces enfants de la légende de Quisqueya, il n'y a pas un petit décalage? C'est un exemple tout bête. Tu crois qu'actuellement, les parents laisseraient leurs enfants aller seuls au Macaya? Je crois que ce serait un petit peu dangereux ces jours-ci. Mais moi, par exemple, j'ai passé de belles heures dans mon adolescence à aller à Boutillier à pied. Nous sortions de chez ma grand-mère à Babiole. Alors, il y avait mes cousins et des amis, les Adam, Jessie et Harry Adam. Et puis là, nous partions en randonnée, oui, randonnée pédestre. Nous passions du côté de Paco, derrière la maison de Jean-Claude Duvalier. Et là, nous allions jusqu'à Boutillier par les bois, par les mornes. Et à cette époque-là, nos parents n'étaient pas omnibulés par cette insécurité qui fait rage aujourd'hui. Nous étions jeunes, c'est vrai, et dans le groupe, il y en avait qui s'aimaient, mais nos parents savaient que nous étions en groupe et qu'il ne va pas avoir grand-chose. Je ne sais pas maintenant si la mentalité a beaucoup évolué, si ces jeunes-là seraient partis en brousse et au lieu de visiter ou de voir de belles choses, s'occuperaient d'autres choses. Mais quand même, et je crois que à partir de mon expérience à moi, de cette belle nature d'Haïti, je crois que ce serait des expériences à faire, même si les parents ne voudraient pas les laisser aller seuls, mais aller avec eux, partager ce plaisir-là avec eux, parce que je suis sûre qu'il y a bien des parents qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Parce qu'il y a des gens qui me disent, bon, c'est pas évident, hein, aller camper. Ils me disent, mais il y a eu des scouts, des Jeannettes, des gens dans ce pays qui ont été campés, qui ont vu des régions de ce pays. Par conséquent, je crois que ce serait une invitation à aller voir. Parce que le Pic Macaya, quand même, c'est classé patrimoine mondial. C'est pas patrimoine national. Cette forêt des pins-là. Il faut la voir, il faut la toucher du doigt. Voir combien cette nature est formidable, elle est belle, elle est extraordinaire. Par conséquent, je crois que les parents pourront faire ce voyage avec leurs enfants. Allez, montez. Il y en a plein qui ont des jeeps, des 4x4. Allez-y, allez au Pic Macaya. Allez voir de belles choses. Pour que maintenant, on puisse conscientiser les enfants à en faire de même dans leur entourage immédiat. Alors, je crois qu'il y a peut-être un décalage
mais c'est un décalage qui va pousser les gens à faire mieux et à aller vers cette nature-là. Donc je crois que tu n'as pas voulu te cantonner et t'enfermer dans des pratiques actuelles de peur, etc. Donc tu as voulu créer une histoire tout à fait originale. Exactement. Et qui donnait aux enfants une espèce de liberté et aussi d'autonomie et un pouvoir de changer les choses. Donc je crois que c'était quelque chose de très intéressant. Et une autre liberté que tu as prise, c'est de créer de tout au tout une légende. En général, les écrivains haïtiens se penchent sur une tradition orale qui existe et ils essaient de la transformer, de la remanier, tandis que toi, tu as opté pour inventer une légende que j'avoue que je ne connaissais pas, ou bien est-ce qu'elle existait et que tu l'as déterrée? Pas du tout, elle n'existe pas et je l'ai inventée, comme tu dis, mais je crois que dans 200 ans, peut-être un autre écrivain dira, bon, il y a 200 ans de ça, il y avait une légende qui avait existé, et je vais broder autour. Par conséquent, je crois que les légendes ont eu quand même une paternité, une maternité aussi. Par conséquent, bon, je pense que il faut laisser aller son imagination. Faut pas avoir trop de bride. Il faut laisser parler son cœur, ses sens, et puis faire ce voyage-là, ce galop dans un monde qui n'est peut-être pas réel, mais une fiction merveilleuse. Et puis là, essayer à partir de ça de faire comprendre les choses aux jeunes. C'est possible, le voyage, il est possible. Oui, mais j'ai eu l'impression par moments que tu as eu cette liberté, cette possibilité d'aller dans un monde merveilleux et de le créer. Mais à un moment donné, le propos de ton histoire, le désir de vouloir transmettre quelque chose, t'a limité et t'a fait prendre un discours parfois un petit peu très politique, pédagogique à un moment donné, dans la bouche d'adolescents ou bien dans certaines de leurs paroles. J'ai eu l'impression que tu privilégiais un petit peu trop cet enseignement que tu voulais transmettre au détriment de tout cet aspect merveilleux de cette histoire, de cette fiction que tu avais créée. Et est-ce que cela a dérangé? Je ne pense pas, puisque c'est passé. Je crois que des fois, il faut, comme c'est arrivé dans Martin Thomas, par exemple. Dans Martin Thomas, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ce discours dans la bouche d'un gosse de la rue, c'est pas évident. Je lui ai dit, mais ce gosse, il est spécial. À histoire spéciale, gens spéciaux. Par conséquent, à ce moment-ci, on peut faire passer un discours en se disant que ce n'est pas la personne elle-même qui parle, mais c'est comme quelque chose de plus fort qu'elle. À ce moment-ci, c'est plus facile. Parce que faire passer des messages, par exemple, Jacques Roumain, dans Gouverneur de la Rosée, faire parler des paysans comme les paysans peut-être ne parleraient pas. Mais n'empêche que c'est cette vision du merveilleux qui va lui permettre de transcender ce blocage, cette limite, pour aller au-delà et maintenant faire passer un message qui est plus intéressant. Mais est-ce que tu ne penses pas que tes lecteurs pourraient peut-être bloquer, tu vois? Parce que... le feedback que j'ai jusqu'à présent... Il ne bloque pas. Non, pas du tout. Même au discours... Non. Ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus et ils ont retenu l'essentiel. Parce que quand même, c'est limpide. C'est limpide. Il n'y a pas de crispation. Alors à ce moment-ci, les jeunes, quand ils m'appellent au téléphone, ils voient le côté fabuleux, merveilleux. Et puis ensuite, ils se disent, tu as raison, on doit se battre pour un pays comme ça. Il y en a qui me disent, il faut une suite. Il faudrait que tu dises comment ils vont se débrouiller pour avoir un pays comme ça. Je lui ai dit, ah non. Maintenant, c'est à tout le monde de faire le travail. Parce que c'est là aussi que pour moi, c'est passionnant l'écriture. Ça veut dire que mon écriture en général, elle est très cinématographique.
Ça veut dire que ce sont des séquences d'images que je projette. Et maintenant, le lecteur, d'ailleurs, en relisant peut-être la légende de Quisqueya, on va voir qu'il n'y a aucune description, ni physique, ni physionomique des personnages, rien. Ça veut dire que je laisse au lecteur le temps de faire travailler son imagination. Et là, jusqu'à la fin du livre, l'imagination du lecteur doit être capable de travailler. Et là, par exemple, cette fin-là, où les jeunes retournent à la vie réelle, et maintenant qu'il y a la voiture de police, les gyrophares et tout ça c'est une vision, une image qui dit qu'ils sont revenus à la réalité. Mais c'est dans la tête du lecteur que se fait ce travail-là. Alors à ce moment-ci, je ne termine pas en disant ni comment, ni pourquoi, d'ailleurs c'est pas mon rôle, ni ce qu'on va faire pour faire ça, pour faire ci. Maintenant, c'est à chaque personne de rentrer en soi-même et de se dire, si je veux ça, voilà ce que je vais faire. Aider un enfant à planter un arbre, à l'arroser, à en prendre soin, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand même, un écrivain n'est pas là pour, comme un homme politique, pour dire, bon, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais ce sont des discours courts et qui ne tiennent pas. Maintenant, c'est la conscientisation. On est conscient qu'on veut un pays beau. On veut un pays où il n'y a pas de détritus, de fatras à chaque coin de rue. Même les enfants qui ont 7-9 ans, ils me disent, pourquoi il y a des fatras partout? Je ne pense pas que l'humain a été créé pour vivre dans un environnement comme celui-là. Il a été créé pour vivre dans un univers de beauté. D'ailleurs, tout a été aménagé de manière à ce qu'il vive dans cet univers de beauté. Par conséquent, c'est un problème quand cela n'est pas. Par conséquent, tout le monde aspire à cet environnement qui soit beau, sain, qui ne soit pas pollué. Alors là, maintenant, les gens font le voyage. Ils font le voyage et puis ils se disent, bon, oui, on aimerait ça. Même les plus grands, parce que ce n'est pas seulement les adolescents. Il y a des gens qui ont 40, 50 ou même 30 ans qui ont lu le livre, mais qui me disent, on aimerait ça un pays vert, un pays beau. Alors, je pense que quelque part, c'est le vœu de tout Haïtien qui aime son pays. Je ne sais pas s'il y en a qui détestent leur pays, mais tout Haïtien qui aime son pays et qui voit dans l'enfer dans lequel nous vivons là maintenant, des bidonvilles qui poussent à n'en plus finir, et des routes sans caniveau, de la boue partout, je crois qu'ils se disent, j'aimerais vivre dans un autre environnement. Margaret, pour revenir un petit peu à l'écriture de la légende de Quisqueya, tu as signalé quelque chose qui m'a frappé au tout début, tout à l'heure, concernant le taekwondo, des remarques sur le vocabulaire. Et je me suis demandé, est-ce que ces remarques-là n'ont pas concerné autre chose dans l'écriture de la légende de Quisqueya? Parce que par moments, indépendamment du discours, c'est-à-dire des réflexions écologiques, par moments, j'ai été un petit peu agacée parce que je trouvais que ces adolescents parlaient trop bien, ou parlaient de manière un français différent du parler que moi je connais comme un parler adolescent ou que moi je verrais dans mon imagination comme un parler adolescent. Est-ce que ça n'a pas... on t'a pas fait de remarques aussi? Oui. Il y a deux personnes, parmi lesquelles une de mes sœurs, Elisabeth, qui m'en a parlé. Elle dit, Timoun, il y a trop de bagailles pour l'âge. Mais je crois qu'en Haïti, il y a un problème. On prend les enfants pour des enfants. On prend des enfants pour d'éternels enfants. On dit, bon, c'est Timoun, point barre, yo fini. Tandis que moi, dans ma tête, mes enfants, je me dis, ce sont des adultes en puissance, mais sauf qu'ils n'ont pas encore l'âge adulte. Ça veut dire que dans leur tête, tout fonctionne normalement. Tout est là, leurs pensées sont déjà bien réglées, leur cerveau fonctionne comme n'importe quel cerveau, sauf qu'ils sont petits et que je leur passe des ordres. Mais je crois que si les parents haïtiens avaient une autre façon de penser, ce serait mieux pour ce pays-là. Parce qu'en général, on pense, les enfants, même s'ils ont 40 ans, ce sont mes enfants, ce sont des enfants, ils doivent se taire. Les enfants n'ont pas le droit de discuter avec leurs parents, ce sont des enfants, même s'ils ont 50 ans. Et derrière cet immoun, il ferme un bouche, non. Tandis qu'ils ne remarquent pas que l'enfant a déjà grandi. Et
j'ai répondu à ma sœur Elisabeth, j'ai dit, tu sais, autrefois, à 15 ans, une femme était déjà mariée et mère de famille. Ces jours-ci, on dit, bon, quand un enfant a 20 ans, elle est jeune toujours, elle ne peut pas se marier. Ce qui veut dire qu'il y a quelque part où on se trompe sur l'adolescence. Roméo et Juliette, ils avaient quoi 16 ou 17 ans. N'empêche que ça a été Roméo et Juliette, et ils vont traverser les siècles. Par conséquent, l'enfant qui apprend à l'école, d'ailleurs un enfant comme Ralph qui a 17 ans, qui est peut-être en réto ou en philo, je ne comprends pas qu'on puisse dire, bon, il sait trop de choses. Un enfant qui a été élevé de manière à comprendre, de manière à lire de bons livres, de manière à... Moi, mes parents m'achetaient des Tout l'univers, j'ai eu toutes sortes de livres, j'ai été sur ce point-là très gâtée. Je connaissais déjà les pharaons, je connaissais des tas de choses à 14-15 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a une régression? Est-ce que les enfants ne lisent plus au point où ils ne sont pas capables de savoir ce que c'est que l'Atlantide ou les pyramides d'Égypte ou bien les pharaons? Je pense qu'il y a un problème parce qu'à 17 ans, on sait déjà tout ça. À 17 ans, à 15 ans, je ne sais pas, à 15 ans, on est en troisième quand même. On a déjà vu Racine, Corneille, on a déjà vu des tas de choses. Est-ce que les gens se mettent en tête que, bon, c'est Timounioé? Non, c'est pas possible. Mozart, à 17 ans, il était déjà un génie. Michel-Ange, à 25 ans, il avait déjà peint le plafond de la chapelle Sixtine. Par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Il y a des surdoués, ils ont 12 ans. Ils sont des boss en informatique aux États-Unis. Est-ce qu'on va dire, bon, il a 12 ans, mettez-le de côté. Et bon, c'est un enfant. Non, il faut les laisser s'exprimer. Et puis, ils ont un cerveau. Et plus on les laissera s'exprimer, mieux ils seront de bons citoyens demain. C'est ta cassette qu'il faut tourner. Oui, je ne suis pas contre le fait que tu aies créé des enfants qui aient cette intelligence et cette possibilité de s'exprimer sur des problèmes cruciaux du pays. Je crois que effectivement tu as raison. Les enfants voient, les enfants interprètent, ils peuvent avoir une idée arrêtée sur la façon dont nous fonctionnons dans ce pays-là. Non, je crois que c'était par rapport à une question de niveau de langue. Il y a un certain vocabulaire, il y a une façon de s'exprimer que j'ai trouvé qui était peut-être un petit peu trop recherchée pour des adolescents, puisque tu as signalé qu'il y en avait qui avaient 11-13 ans. Non, pas du tout. 14-15 ans. Ils ont 14, 15 et 17 ans. Ah, il y a une petite fille non. qui a 13 ans dans le livre. Non. Elles ont 14 ans, et les filles ont 14 ans, et Woody aussi, presque 15 ans, et Ralph a 17 ans. C'est lui le plus âgé du couple. Il faudra couper ça. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, parce Au que... montage, on Oui, est c'est mis, ça. on est mis à Parce ça. que je t'ai dit qu'on tire une 14 et les autres ont 3 ans de moins. Non, 3 ans de moins que celui qui a 17 ans. Ça veut dire qu'elles ont 14 ans. C'est pas 11 ans. Bon, on coupe Ah, ça et puis... À 11 ans, ce serait trop jeune. Et puis, tu Mais sais, c'est ça justement et qui m'avait... on enregistre ou pas? On va non, couper après. Non, mais là, quand je parle, Oui, c'est pas grave. on enregistre. C'est pas grave. Parce que ce que je voulais dire, c'est que on enregistre. Alors, ce que je voulais surtout dire, c'est que au niveau même de l'écologie, il n'y a pas eu... le fait de découvrir qu'est-ce qu'il y a. C'est ce qui a permis à ces jeunes-là de voir combien que leur pays, lui, il souffrait. Mais en général, le vrai discours pour l'écologie, c'est pas eux qui l'ont fait. Ce sont les Indiens. Oui, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens. Parce que eux, ils n'avaient pas tellement conscience. Ils n'avaient pas tellement conscience. D'ailleurs, ils étaient partis pour une aventure, pour une collection de timbres. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, on s'est revus adolescents, collectionnant des timbres, tout ça. Mais les enfants n'avaient pas conscience. C'est quand ils sont arrivés, bon, c'est pas possible un pays comme ça. Et puis là, ils se sont rendus compte que le leur était vraiment écorché. Alors, je crois que, à part quelques phrases au début, mais on va se rendre compte que Woody, il est un petit rat de bibliothèque,
puisqu'il dit qu'il a lu avant-hier encore quelque chose sur les Indiens, des choses comme ça. Par conséquent, ça aussi, ça va permettre aux jeunes de s'intéresser à la lecture. Je crois qu'il y en a même qui ont été admiratifs et face à ces jeunes-là qui savaient tant de choses. Ils se sont dit, mais on peut connaître ces choses-là aussi. Je crois que c'est une grande habitude de lecture. Par exemple, toi, Monique, qui est libraire, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui fréquentent les librairies. C'est un problème. Tandis que, et pour moi, ça n'a pas été la même chose. Très jeune, mon papa nous achetait des livres, nous avions l'habitude de lire, nous avions l'habitude de nous rendre en librairie. C'est un geste qu'il faut connaître très tôt. Sans quoi, arrivé à l'âge adulte, le réflexe n'est plus. Le réflexe n'existe pas du tout. Par conséquent, je crois qu'il faut maintenant motiver les jeunes parce qu'ils veulent bien. Ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de passionnant. Ah bon, j'imagine que si j'avais fait un film de préférence, ils seraient venus au cinéma. Mais heureusement et malheureusement, en Haïti, bon, il n'y a pas encore d'Hollywood. Alors, on est bien obligé d'écrire. Alors, maintenant, ils vont prendre goût à ça. Il y a quand même un petit problème que j'ai remarqué chez tes personnages. Tu as fait voir tout à l'heure que tu projetais des images, donc tu t'intéressais pas tellement aux descriptions. Et c'est vrai que dans le texte, tu as eu beaucoup plus de dialogue que d'autres types de formes d'écriture dans la légende de Quisqueya. Mais il y a quand même un travail que tu as fait sur les caractères des différents personnages. Et la réticence que j'ai eue, c'est par rapport aux petites jeunes filles, que j'ai trouvé qui étaient, si on pense au monde actuel, à la façon de fonctionner des enfants actuellement et des jeunes actuellement, aux différences de mentalité qui existent, je les ai trouvés beaucoup trop timorés. Le beau rôle, ce sont les gamins qui les ont, c'est eux qui répondent à une tradition intrépide. Ils sont intrépides, aventureux, ils veulent faire des choses différentes, ils comprennent tout de suite. Tandis que les petites filles, elles sont toujours à la traîne à critiquer Nantes, toute pusillanimité, enfin. Je crois que l'affaire, c'est que l'aventure, elle a été déclenchée par cette collection de thèmes, justement, que les gars voulaient. Et là, ils ont dû entraîner les filles avec eux parce que c'était pas possible d'y aller seul. Comment dire aux parents, bon, je vais seul au Pic Macaya. Par conséquent, au départ, l'aventure, c'était pas l'aventure des filles. Et je crois que je n'ai jamais été ni féministe, ni sexiste, ni raciste, ni fasciste. Par conséquent, si maintenant il y a une prédominance des petits messieurs, c'est parce que ils sont à l'origine de l'aventure. Mais quand même, à bien lire le texte, on verra que les filles aussi, elles ont des connaissances et normalement, elles sont un peu plus jeunes. Elles ont parfois des émotions qu'elles laissent paraître, comme elles peuvent pleurer ou dire carrément j'ai peur. Mais là encore, ça traduit l'éducation que nous avons reçue, puisque on veut inculquer aux hommes la notion de force, qui a peut-être un tort aussi, leur dire un homme ça ne pleure pas, tandis que les femmes elles peuvent plus facilement se laisser aller à des émotions, ce qui n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Et je crois qu'elles se sont pas mal débrouillées aussi dans l'affaire, mais normalement il fallait avoir un héros. Et là, j'aurais pas pu mettre tout le monde comme héros, parce que, comme on dit en Haïti, acteur principal. Tu as quand même contrebalancé avec la jeune indienne, Anakaona. Mais la jeune indienne, ça a été la balance, comme dit Gigi, et c'est elle qui a pratiquement sauvé. Oui, et ça, je t'avoue que ça m'a embêté. Je t'avoue que ça m'a embêté. Elle et son oiseau, parce que, non mais écoute Gigi, il y avait toutes les preuves contre nous, il y avait pas moyen de... Ça m'a embêté qu'elle les sauve, parce que je me suis dit, encore une fois, voilà. Non, c'est une femme qui par amour trahit son peuple. Non, il faut pas voir ça. Il faut se dire que c'est l'amour qui a triomphé.
C'est-à-dire que c'est par amour que Ralph, il veut sauver son peuple, et c'est par amour que la jeune indienne aussi et veut les aider à s'en sortir. Je crois que ça, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que voir les plusieurs facettes de plusieurs réactions, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ça va me permettre de mieux évoluer aussi la prochaine fois. Mais quand même, je crois que le plus beau rôle a été Anna Karuna. Et ça, c'est un personnage qui me tenait extrêmement à cœur, puisque c'est un personnage d'ici, cette terre. Anna Karuna l'a foulée. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, bon, ça a été formidable de dire princesse Anna Karuna au lieu de reine Anna Karuna. Et je pense que quand même, Anna Karuna nous a donné la chance de nous en sortir. C'est comme ça qu'il faut voir le texte. C'est pas qu'elle nous sauve, mais elle se dit, on va leur donner une chance. Les jeunes ont une chance, il faut la leur donner. Et là, avec son oiseau Inca, normalement, bon, et après, je me suis dit qu'il fallait bien que je trouve une compagne à Inca, puisque et dans cette Haïti verte, il faudra bien une belle perruche ou bien un beau perroquet pour Inca. Même le livre était déjà terminé et déjà sous presse quand j'y ai pensé. Par conséquent, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais le plus beau rôle, quand même, a été tenu par une femme. Et une femme amoureuse, une femme aimante, et une femme qui a compris que les jeunes sont peut-être l'avenir, qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Parce que même Eka, il l'a dit, donnez-leur une chance, pardi, donnez-leur une chance.